Voici le récit d'une autre femme qui a marqué son temps et notre histoire. Anne de Bretagne. Donc nous allons remonter les siècles pour nous projeter au XVe siècle et du destin de cette femme qui sera double reine de France. Alors cette Anne de Bretagne, elle est née en janvier 1477 à Nantes et elle mourra en janvier 1514 à Blois. Alors, c'est la fille de François II et de Marguerite de Foix, François II, duc de Bretagne, et François II, lui-même, fils de Richard de Bretagne d'Étampes et de Marguerite, n'a de sa première épouse, Marguerite de Bretagne, qui mourra en 1469, fille de François Ier, elle lui-même décédée en 1450, François Ier de Bretagne, pas François Ier de France, et d'un garçon mort en bas âge. Donc, il se remarie après le décès de sa femme en 1471 avec une autre Marguerite, celle-là fille de Gaston IV, comte de Foix, et d'Éléonore d'Aragon, héritière de Navarre. Donc, originaire du comté de Foix, Éléonore d'Aragon est la fille de Jean II, roi d'Aragon, et de Blanche, reine de Navarre. Donc, François II devient duc de Bretagne, et donc à sa mort, étant donné qu'il n'a pas de successeur mâle, ce duché revient à sa fille, Anne de Bretagne. Ferdinand V, le roi d'Aragon, donc lui-même, qui est originaire de la mère d'Anne de Bretagne, et l'époux d'Isabelle de Castille. Et il est né d'une première union de Jean II, roi d'Aragon, alors qu'Éléonore d'Aragon est née d'une seconde union de Jean II, roi d'Aragon, avec Blanche, reine de Navarre. Voilà les origines du côté de la mère d'Anne de Bretagne. Alors, le règne d'Anne sur ce duché de Bretagne commence alors que le roi de France vient de remporter une victoire décisive pour la Bretagne en 1488, la fameuse bataille de Saint-Aubin du Cormier. Donc, peu avant sa mort, François II, la cour de Bretagne, essaye ensuite d'échapper à l'emprise royale de la France en mariant en 1490 cette petite Anne de Bretagne avec Maximilien d'Autriche, qui est à cette époque-là le régent des Pays-Bas bourguignons. Alors, ce mariage est fait par procuration, et est considéré comme un casus belli par Charles VIII et par la régente, donc, puisque Charles VIII est encore un jeune roi, Anne de France. Donc Anne de France, qui est une des filles de Louis XI. Alors Anne de France, dite Anne de Beaujeu, ça aboutit à l'offensive de 1491 et à la prise de Rennes et au premier mariage royal le 6 décembre 1400, le 6 décembre à Langeais. Alors Anne s'efforce ensuite de maintenir l'autonomie du duché, qu'il sera véritablement intégré au royaume de la France qu'après sa mort en 1532. Ça s'appellera l'union du duché au royaume de France. La petite Anne, donc née en 1477 dans sa jeunesse, est sevrée dès son jeune âge par une dame de Rennes, Madame Éon, et Anne a une petite sœur, Isabelle, ou Isabeau, comme on disait à l'époque, qui elle est née un an après, en 1478, et qui décédera en 1490. François II confie avant sa mort la tutelle de ses filles au maréchal de Rieux et au maréchal de Lesquin, et à partir de 1480, Anne et sa sœur ont comme gouvernante la très douce et charmante Françoise de Dinan, qui est choisie par le trésorier landais, qui est lui le véritable chef de la maison ducale à l'époque. Les trésoriers en Bretagne étaient extrêmement importants. Il faut noter que cette Françoise de Dinan
dame de Laval, appartenait à la famille des Dinan-Montafilan et qui était apparentée par sa mère Catherine de Rohan à la puissante famille des Rohan. Donc c'est une cousine des Rohan. Alors elle a 9 ans maintenant, en 1486, la petite Anne, et elle assiste, malgré cela, au décès de sa mère Marguerite de Foix, et Anne est promise donc, dès 1486, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, à son titre de duchesse de Bretagne. Elle devient bien sûr un jeu très important dans l'échiquier politique entre la France et la Bretagne. De nombreux prétendants se font connaître. Il y en a un premier en avril 1480. Il y a un premier prétendant qui est présenté par le duc lui-même, qui cherche en Angleterre un appui contre le royaume de France, mais ce projet entre François II et Édouard IV tombe vite à l'eau. Le prince de Galles, fils aîné du roi d'Angleterre, devait épouser la fille aînée du duc lorsque celle-ci aurait eu 12 ans, et le duché devait être dévolu au deuxième fils qui y habiterait et en porterait les armoiries. Donc je vous dis exactement en latin ce que disait le texte. It eventu codictus princep Gallies filia predictae rede Britanni plures masculos suscataverit ille dux erit Britanni alma ipicius patria portabit in es moram faciet quien ondine nascendi proximus post heredem Anglii filius aut frater extiterit. Donc ça, c'est dans le livre de la Bretagne que nous avons retrouvé. Un autre prétendant est Louis d'Orléans, situé en seconde position après Charles VIII pour le titre de roi de France. Il y a sur les rangs, il y avait aussi François de Rohan, le fils de Jean de Rohan, le fameux Maximilien d'Autriche, alors que lui a 28 ans, et le sire d'Albrecq, âgé de 47 ans, neveu du vicomte Jean II de Rohan. Donc son père meurt le 9 septembre 1488, François II, et son corps est d'abord inhumé au couvent des Carmes, près de sa première épouse, avant de recevoir sa sépulture définitive dans la cathédrale Saint-Pierre à Nantes, où Anne lui fera construire un magnifique tombeau réalisé par Michel Colomb et qui sera achevé 1507. Alors cette petite Anne de Bretagne, elle a aussi beaucoup de vertus. Elle a grandi dans sa jeunesse entre 3 villes principales, Nantes, Vannes et Clisson. Donc, je vous ai dit, elle apprend à lire auprès de cette petite comtesse de Laval, Françoise de Dinan. Elle apprend à lire le latin, elle apprend à lire le français, surtout pas le breton, et elle est initiée un peu aux mathématiques, un tout petit peu à la philosophie, mais on voit qu'elle a un goût extrêmement prononcé pour l'histoire. Elle a plusieurs précepteurs qui s'occupent d'elle, normalement un poète, ce qui fera d'elle un grand mécène et la première femme mécène du royaume de France et du duché de Bretagne, Jean Maichinot. Alors de 1488 à sa mort en 1491, et qui est aussi son maître d'hôtel, et qui va chasser au faucon avec elle, et on lui aurait enseigné la danse, le chant et la musique. Contrairement à ce que l'on trouve parfois dans l'historiographie bretonne, il est peu probable qu'elle ait appris le grec ou l'hébreu, par contre. De même, ayant reçu une éducation classique, pas plus que les autres membres de la cour ducale, elle ne maîtrisait la langue bretonne. On faisait appel à des interprètes dans ce cas-là, lorsqu'il fallait traduire depuis le breton. Alors, la loi successorale de ce duché de Bretagne, à cette époque, est définie par le premier traité de Guérande qui date de 1365. Alors, ce traité disait ceci. Il disait qu'était prévu à la succession de mal en priorité dans la famille des Montfort, puis après dans celle des comtes de Penthièvre. Or, vers 1480, il n'y a dans les deux familles que des héritières. Côté Montfort, Anne puis Isabeau, la sœur.
Côté Penthièvre, Nicole de Châtillon, qui meurt, elle, le 3 janvier 1480. Les Penthièvre cèdent alors à Louis XI leurs droits sur le duché de Bretagne pour 50 000 écus. On voit bien là le début de la politique de Louis XI. Et la régente, Anne de France, confirmera cet achat en 1485 à la mort de Jean de Brosse, l'époux de Nicole de Châtillon. Au cas où il naîtrait un fils de François II, Anne recevrait une dot de 200 000 livres, ce qui est affirmé par les comtes ducaux. Les comtes ducales l'affirment. Mais François II n'a pas d'héritier mâle, ce qui menace de replonger la Bretagne dans une crise dynastique. Donc ce François II, voulant éviter toute intervention du roi de France, surtout, décide de transgresser le traité de Guérande en faisant sa fille comme héritière présomptive par les États de Bretagne, qu'il réunit à Rennes le 20 février 1486. Cela suscite bien sûr des oppositions au duc, au sein même de son duché, et provoque ce qu'on appelait le mécontentement des gens de Bretagne, qui aussi avaient des terres et étaient affiliés à la cour de France. Elle devient aussi, cette Anne, l'enjeu de nombreuses prétentions matrimoniales. Pour légitimer cette demande, Marguerite de Foix commande un ouvrage à l'aumônier d'Anne Pierre Lebeau, afin de réfuter l'opinion selon laquelle la succession a été constituée uniquement en ligne masculine et que les femmes n'y ont point eu de lieu. L'historien rédige une synthèse à partir d'ouvrages antérieurs pour prouver par l'histoire que la jeune Anne peut succéder à son père, témoignant de l'histoire des reines ou duchesses qui ont accédé au trône de Bretagne. Le manuscrit, qu'on lui dit d'activer la publication, sera achevé en 1486. Donc il y a différents partis français ou étrangers, afin d'obtenir une assistance militaire et financière au duché et de renforcer sa position diplomatique et étatique au roi de France. La perspective pour ces princes de joindre le duché à leur domaine permet ainsi à François d'entamer plusieurs négociations de mariage et de nouer à cette occasion différentes alliances secrètes qui accompagneront le projet. Ce projet matrimonial. Donc cette petite Anne devient l'enjeu de ses ambitions rivales, et son père, rassuré par la signature de ces alliances, peut se permettre de refuser différents projets et contrats de mariage. Ces calculs politiques conduisent ainsi aux fiançailles d'Anne avec ses différents princes d'Europe. Elle est d'abord fiancée en 1481 à Édouard le prince de Galles, le fils du roi d'Angleterre Édouard IV. À la mort de son père en avril 1483, il devient roi sous le nom d'Édouard V, mais disparaît peu à peu, probablement en septembre 1483. Voici la liste des prétendants que Anne de Bretagne a eu la possibilité de pouvoir se marier. Henri Tudor, 1457-1509, donc Henri VII d'Angleterre, à partir de 1485, qui est le premier représentant mâle de la maison Tudor, alors en exil en Bretagne en raison des vicissitudes de cette fameuse guerre de roses. Mais il n'est pas du tout intéressé par cette option-là, Henri Tudor. Donc le Maximilien d'Autriche, qui est veuve de la duchesse Marie de Bourgogne, vous savez, la fille du Téméraire, du dernier grand-duc d'Occident, comme on le disait, qui mourra vraiment bêtement et péniblement, puisque elle, après une chasse, cette Marie de Bourgogne, le cheval se va se cabrer et s'écraser sur elle. Elle va agoniser plusieurs semaines dans d'atroces souffrances, écrasée par cette monture ayant la colonne vertébrale brisée. Donc cette fille de Charles de Téméraire, qui est régent des possessions bourguignonnes, au nom de leur fils, Philippe le Beau, lorsque son père, l'empereur Frédéric III, fait élire Maximilien comme roi des Romains en 1486, il y a des négociations d'ailleurs de mariage qui sont entamées, des ambassades et même une fiançaille, pas un mariage mais une fiançaille. Alain d'Albret, que je vous ai parlé, fils de Jean Ier d'Albret, de Catherine de Rohan, épouse de Françoise de Châtillon, donc héritier possible, cousin et allié du duc François. qu'Anne refusera toujours d'épouser en raison du dégoût qui lui inspire. Bon, Anne de Bretagne n'était pas du tout attirée par cet Alain d'Albret, qui était dominant d'ailleurs.
Il y a le duc Louis II d'Orléans, 1462-1515, cousin de François II, héritier présomptif de Charles VIII, si celui-ci n'a pas de descendance. Il se devient d'ailleurs, et ça sera le roi Louis XII à partir de 1498. Et il est marié, pour l'instant, à Jeanne de France, la fille de Louis XI, qui est difforme et qui ne peut avoir d'enfant. Donc, il fera répudier ce mariage par le pape. Jean IV de Châlons, Harlay, prince d'Orange, 1443-1502, c'est un neveu de François II et c'est l'héritier présomptif du duché après Anne et Isabeau. Et Édouard Stafford, duc de Buckingham, 1478-1521, de la maison d'York, Henri VII envisagera donc son mariage avec Anne. Le vicomte Jean II de Rohan, autre héritier présomptif, est proposé, lui aussi, soutenu par le maréchal de Rieux, le double mariage de ses fils François et Jean avec Anne et Isabeau, mais là, c'est le duc qui s'y oppose. Donc, il y a une guerre avec la France, comme je vous l'ai dit, en 1488, et la défaite des armées de Bretagne à Saint-Aubin-du-Cormier, qui conclut la guerre folle et qui contraint à accepter le traité du Verger, dont une clause stipule que François II ne pourra marier ses filles sans le consentement du roi de France. Il ne peut plus rien faire. À la mort de François II, le 9 septembre 1488, quelques jours seulement après sa défaite, s'ouvre une nouvelle période de crise qui mène à une dernière guerre franco-bretonne, le duc sur son lit de mort ayant fait promettre à sa fille de ne jamais consentir à l'assujettement à son voisin du royaume de France et au roi son ennemi. Avant de mourir, François II a nommé le maréchal de Rieux, tuteur de sa fille, avec pour mission de la marier. Mais le roi de France réclame la tutelle d'Anne et d'Isabeau, qui lui est refusée par Jean de Rieux, si bien que Charles VIII entre officiellement en guerre contre le duché de Bretagne et veut même le confisquer le 7 janvier 1489. Le parti breton s'empresse alors le 15 février 1489, de proclamer Anne duchesse souveraine légitime de Bretagne ce 4 janvier 1490. La duchesse publie que seront reconnus coupables de crimes de lèse-majesté ceux de ses sujets qui la trahiraient et qui rallieraient le camp du roi de France. Alors le 16 décembre 1490, Anne, qui a maintenant 13 ans, épouse Maximilien Ier de Habsbourg, âgé de 31 ans et veuve de sa première épouse, donc la fameuse Marie de Bourgogne, la fille du Téméraire. Alors, que se passe-t-il? Il est quoi ce Maximilien? C'est le fils de l'empereur Frédéric III, qui est élu roi de Germanie en 1486 à l'unanimité par les princes allemands et succède à son père en 1493. Il épouse en août 477 Marie de Bourgogne, fille et unique héritière de Charles le Téméraire, qui est décédé accidentellement en 1482, faisant ainsi entrer les Pays-Bas dans les possessions des Habsbourg. Cette union entre Maximilien et Anne devait permettre à la Bretagne de garder une indépendance totale vis-à-vis de la France et de l'Angleterre, mais ce mariage était une violation du traité du Verger, qui vient d'être signé, puisque Anne n'avait pas demandé le consentement au roi de France. Jaloux, le vieux Alain Albrecht, capitaine de Nantes, livre le château aux Français dans la nuit du 19 au 20 mars 1491. Battu par les troupes françaises commandées par la Trémoille à Saint-Aubin-du-Cormier le 28 juillet 1488, le duc de Bretagne doit signer le traité du Verger. Le 19 août 1488, il promet par ce traité que sa fille est héritière d'Anne et ne se marierait pas sans le consentement du roi de France. Là, c'est une petite notation du traité. Il y a une ambassade allemande qui est dirigée par Wolfgang de Paulham, qui arrive en Bretagne, et porteuse d'une lettre demandant la main de la duchesse Anne de Bretagne. Le mariage est avalisé le 16 décembre 1490 par les États de Bretagne réunis à Vannes. Mais Maximilien, retenu en Allemagne, ne peut être présent pour le mariage. Une coutume allemande est alors proposée, après une messe solennelle célébrée par l'évêque Guibé dans la cathédrale de Rennes. Le 19 décembre 1490, une cérémonie particulière est organisée le soir même en présence des conseillers d'Anne et de Maximilien. Anne se couche sur un lit de parade et avait sorti sa jambe gauche dénudée.
et Wolfgang, debout à côté du lit, aurait mis sa jambe gauche à côté de celle d'Anne pour signer l'union de son maître avec la duchesse. Il est à signaler qu'à cette époque, Charles VIII, fils et successeur de Louis XI à l'âge de 13 ans, roi de France, était fiancé avec Marguerite de Bourgogne, Marguerite d'Autriche, la propre fille de Maximilien, Anne de Bretagne, devenant ainsi sa belle-mère. Cette union, mécontente de Charles VIII, déjà lié par un mariage blanc avec Marguerite d'Autriche, la fille de Maximilien, délaissée par Maximilien et le mariage d'Anne avec Maximilien n'ayant pas été consommé, Charles VIII rompt avec Marguerite d'Autriche le 25 novembre 1491 et demande alors à la duchesse de Bretagne de l'épouser. Devant le refus de cette dernière, Charles VIII lui propose alors une dot de 100 000 écus et le choix entre 3 époux. Louis de Luxembourg, le duc de Nemours et le comte d'Angoulême. Anne refuse en stipulant qu'elle ne pouvait épouser qu'un roi ou fils de roi. Finalement, après mûre réflexion et devant l'insistance de nombreux seigneurs bretons qui supplient la duchesse Anne de rompre avec Maximilien, Anne est obligée d'accepter la proposition de mariage avec Charles VIII, roi de France. À noter que Charles et Anne sont cousins à un degré prohibé et doivent donc obtenir une validation du mariage par le pape. Le 12 novembre 1491, Anne accepte de se montrer nue devant les ducs d'Orléans, le duc de Bourbon, Madame de Bourbon et Monseigneur d'Aurigny. On lui demande aussi de marcher pour vérifier sa légère boiterie. Le roi voulait en effet savoir si elle n'avait pas de malformation majeure. Donc on a fait une estimation de la princesse, de la tête aux pieds. Et même nue, complètement nue. Les fiançailles entre Anne de Bretagne et Charles VIII ont lieu à Rennes, le 15 novembre 1491. Le mariage a lieu à la chapelle du château royal de Langeais, le 6 décembre 1491, avec la bénédiction de Jean de Reuilly, confesseur du roi. La messe est dite par Georges d'Amboise, le fameux Premier ministre et cardinal. Plusieurs témoins sont présents, le duc Louis d'Orléans, son futur mari, le duc de Bourbon, les comtes d'Angoulême, de Foix et de Vendôme, le prince d'Orange, le chancelier Philippe de Montauban, le sire de Coëtquen. Le soir, même 6 bourgeois de Rennes assistent à la consommation du mariage. Les deux épouses se font donation mutuelle de leurs droits sur le duché. Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII stipule que si Anne meurt la première, le roi de France devient automatiquement duc de Bretagne et la Bretagne sera alors réunie définitivement à la France. Mais si le roi meurt le premier, Anne reste duchesse de Bretagne de fief, c'est-à-dire de tous ses États. Mais son fils aîné hérite du duché de Bretagne. Et s'il n'a pas de fils au moment du décès de Charles VIII, la reine ne peut se remarier qu'avec le roi suivant. Voici quelques passages de ce texte que j'ai retrouvé. Alors, je vous le dis, c'est en vieux français. Pour obvier aux guerres qui ont eu cours et acquérir à maintenir paix, perpétuelle Anne, fille et héritière seule et unique du duc, donne perpétuellement à héritage aux 10 seigneurs ses successeurs, rois de France, par titre de donation faite pour cause, du dit mariage au cas qu'elle ira de vie à trépas, par avant le dit seigneur, sans qu'aucun noir n'ait et procréé d'eux les droits de propriété. Compétent à la dite dame, est-duché et principauté de Bretagne, et parallèlement le dit seigneur donne perpétuellement et à héritage, au cas où le dit seigneur décède, avant la dite dame, sans aucun war né. Légitimement de leur chair que Dieu ne veuille, tout est le droit, propriété, compétent au dit seigneur, à condition toutefois, et pour éviter les guerres, que la dite dame ne convolera à d'autres nopces, fort avec le roi futur. S'il lui plaise et faire ce peu ou autre plus prochain présomptif futur successeur de la couronne, en présence du consentement du dit seigneur prince d'Orange, pourchain, parent ou afin de la dite dame, lequel rectifie ce que dessus signons et avortons. Voilà. Donc Anne est couronnée reine de France le 8 février 1492 dans la basilique de Saint-Denis. L'office est célébré par André d'Espinay, archevêque de Bordeaux. Le lendemain, Anne fait son entrée solennelle dans Paris et la cérémonie se termine à Notre-Dame de Paris par une énorme messe. Alors, que
pouvons-nous dire après de ce mariage? Il y a eu quand même 2 mois de siège avant ce mariage. Donc le duché n'ayant eu aucune assistance, aucun espoir de résister, la ville de Rennes se rend et Charles VIII, du jour où le parti breton se rallie au roi de France, il fait son entrée le 15 novembre. Revenons un petit peu en arrière. Les 2 parties signent le traité de Rennes, qui met fin à la 4e campagne militaire des troupes royales en Bretagne. Anne ayant refusé toutes les propositions de mariage avec les princes français, les fiançailles avec Charles VIII auraient été célébrées à la chapelle des Jacobins de Rennes le 17 novembre 1491. Alors, selon la tradition historique, en réalité, aucune source, il n'y a aucune source, dans les livres que j'ai ou dans les archives, il n'y a aucune source, même de grands historiens ont essayé, mais ils n'ont pas trouvé que de cette époque, il y ait eu un tel événement, si ça s'est passé aux Jacobins. Puis Anne de Bretagne se rend escortée de son armée et donc supposée libre, ce qui était important pour la légitimité du mariage et du rattachement de la Bretagne, jusqu'à Langeais pour les noces des 2 fiancés. L'Autriche combat désormais sur le terrain diplomatique, notamment devant le Saint-Siège, soutenant que la duchesse vaincue a été enlevée par le roi de France et que les descendants seront donc illégitimes. Le 6 décembre 1491 à l'aube, épouse officiellement dans la grande salle du château de Langeais le roi de France Charles VIII. Ce mariage est une union personnelle entre couronnes, il est discret et conclu sans l'accord du pape, il n'est validé qu'après coup par le pape Innocent VIII qui se décide en échange de concessions appréciables à adresser à la cour de France le 15 février 1492 l'acte de reconnaissance de nullité antidatée du mariage par procuration d'Anne avec Maximilien. Donc le pape annule ce mariage. Et il fait en même temps la dispense concernant la parenté au 4e degré d'Anne et de Charles par la bulle du 15 février 1492. Par le contrat de mariage signé la veille des noces, Anne institue Charles VIII, nouveau duc de Bretagne, comme prince consort, son procureur perpétuel. Le contrat comprend une clause de donation mutuelle aux derniers vivants de leurs droits sur le duché de Bretagne. Et en cas d'absence d'héritier mâle, ce que je vous disais tout à l'heure du traité, il est convenu qu'elle ne pourra épouser que le successeur de Charles VIII. La donation royale en cas de décès de Charles VIII n'est cependant pas recevable, les droits de la couronne de France étant inaliénables. Le roi n'en est pas le propriétaire, mais seulement l'administrateur. Ce contrat n'officialise pas l'annexion de la Bretagne au domaine royal, car il s'agit d'une union personnelle entre 2 couronnes. Ce n'est pas une union réelle. À la mort de Charles VIII, il y a séparation des couronnes, clause du contrat. Anne de Bretagne redevient souveraine légitime de son duché. Dès le 2e jour d'avril 1498, elle rétablit la chancellerie en Bretagne. Rien ne l'oblige à se remarier au roi de France. Alors de cette union naissent 6 enfants qui se mourront tous en bas âge. Donc le petit, son premier fils, qui lui ne vivra que 3 ans. Alors, par ce mariage de 1491, Anne de Bretagne est reine de France. Son contrat de mariage précise qu'il est conclu pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de France. Il fait de Charles VIII son procureur perpétuel. Le février 1492, Anne est sacrée et couronnée reine de France à Saint-Denis. Elle est la première reine couronnée dans cette basilique. Et en plus, elle est sacrée, ointe en chaffe et en poitrine, c'est-à-dire à la tête et sur le torse, à Saint-Denis. Et la première reine couronnée donc dans cette basilique. Donc c'est bien sûr l'archevêque de Bordeaux. Son époux lui interdit de porter le titre de duchesse de Bretagne dorénavant. Gabriel Miron sera chancelier de la reine et premier médecin. Elle passe beaucoup de temps en grossesse, avec un enfant tous les 14 mois en moyenne. Lors des guerres d'Italie, la régence est attribuée à Anne de Beaujeu, qui a déjà tenu ce rôle en 1483 à 1491 à la mort de Louis XI. Anne de Bretagne est encore jeune et sa belle-sœur la suspecte. Elle n'a qu'un rôle réduit en France, comme en Bretagne, et doit parfois accepter d'être séparée de ses enfants en bas âge. Anne vit essentiellement dans les châteaux royaux d'Amboise, de Loches et du Plessis, ou dans les villes de Lyon, Grenoble ou Moulins, lorsque le roi est en Italie. À Amboise, Charles VIII lui fait des travaux, tandis qu'elle réside à côté du Clos Lucé, où le roi lui fait construire une chapelle. Elle devient reine de Naples et de Jérusalem après la conquête de Naples par Charles VIII. Alors Charles VIII, il prend bien sûr en main ce duché de Bretagne, dès 1491. Et il convoque bien sûr les États de Bretagne, il place dans le même temps ses hommes à la tête de l'administration financière, ainsi un certain Jean-François de Cardonne est nommé général des finances. Et Thomas Bohier
remplace Jean de l'Espinay à la trésorerie générale. Après le mariage, la prise de contrôle est renforcée par l'alignement des institutions bretonnes sur les institutions françaises. Après avoir interdit à Anne de Bretagne de porter le titre de duchesse, Charles VIII, par 2 ordonnances, l'une du 9 décembre 1493 et l'autre du 16 juin 1494, supprime la chancellerie et la remplace par une cour de justice. Par les ordonnances datées du 7 juillet 1492 et du mois d'octobre 1493, il reconnaît pourtant les privilèges de la Bretagne, privilèges fiscaux avec le droit pour les États de consentir à l'impôt et privilèges judiciaires, avec la garantie pour les Bretons d'être jugés par les instances de la province et, bien sûr, ils pourront battre monnaie. Maximilien d'Autriche, en fin de compte, renonce à son titre de duc de Bretagne et se marie à Bianco Maria Blanche Sforza, nièce de Ludovic le Mort. Il réussit à unir les maisons d'Autriche et d'Espagne en mariant son fils Philippe le Beau avec Jeanne la Folle, héritière des rois catholiques et fille de Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. En 1496, Maximilien négocie aussi le mariage de ses petits-enfants avec les héritiers de Ladislas II Jagellon, qui devait faire passer aux Habsbourg les couronnes de Hongrie et de Bohême en 1526. Mariée, Anne était en charge donc de faire des enfants de sexe mâle au roi de France. Elle va donner donc naissance à ses 5 enfants. Elle accouche le 10 octobre 1492 d'un garçon du nom de Charles Orlan. Elle prend un enfant mâle à 2 mois de son terme en août 1400. Elle perd un enfant mâle à son terme en août 1493. Elle accouche au printemps 1495 d'une fille morte-née. Un garçon prénommé Charles naît le 8 septembre 1496 et décède le 20 octobre 1496. Anne accouche à nouveau d'une fille le 20 mars 1498 qui meurt quelques heures après. De ses 5 enfants, seul le premier était né viable. Or, ce garçon, le dauphin, meurt à 3 ans le 16 décembre 1495, victime d'une épidémie de petite vérole ou de rougeole. À 21 ans, Anne était arrivée à son 5e échec de ses maternités. Donc, que se passe-t-il après ? Il y a bien sûr cette souveraineté dont on a parlé. Alors, c'est quand même une souveraine quand même accomplie, cette Anne de Bretagne. Alors, le contrat aussi affirme que clairement que le duché de Bretagne reviendra au 2e enfant mâle ou femelle, s'il s'avoit que l'un d'eux, en le dit mariage, n'y eut ou vint qu'un seul enfant mâle. Donc là, on en est au 5e, elle n'en a toujours pas. Donc on se pose des questions, on se réunit à la cour de France, on se dit, bon, est-ce qu'elle va donner un héritier à Charles VIII ? Eh ben, on ne sait pas trop, parce que là, Charles VIII, lui, s'en va lui-même en Italie. Et il décède, ce Charles VIII, en ce retour d'Italie. Il meurt le 7 avril 1498 suite à un accident stupide. Il se heurte la tête contre le linteau d'une porte dans le couloir du château d'Amboise. La mort soudaine de Charles VIII sans descendance fait d'Anne une reine douairière de France et la seule propriétaire du duché. Dès le 9 août 1498, Anne redevient duchesse de Bretagne, puis rétablit la chancellerie de Bretagne et le conseil de Bretagne. Voilà ce qu'elle dit et ce qu'elle dit qu'il faut qu'il soit écrit. Pour ce qu'entre choses, il y a de tout temps accoutumé à voir chancellerie et conseil, service et exercé, par chancelier et vice-chancelier, avec à sa tête Philippe de Montauban comme chancelier et Guillaume Guéguen, abbé de Redon et évêque élu de Nantes, comme vice-chancelier. Jean de l'Espinay, pour sa part, retrouve la trésorerie générale, dont il avait été écarté par le roi Charles VIII. Alors Anne a alors 21 ans et Louis XII, le duc d'Orléans, fils de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves, le fameux Charles d'Orléans qui a été 25 ans en Angleterre captif après Azincourt, son cousin et successeur de Charles VIII, a 36 ans. Louis XII est marié à Jeanne de France, fille disgracieuse de Louis XI, depuis 1476. Anne s'engage à épouser Louis XII dès que l'union avec Jeanne de France est annulée. La répudiation de Jeanne est officielle le 17 décembre 1498, après l'accord du pape Alexandre VI, le fameux pape Borgia, et le texte du contrat de mariage entre Louis XII
et Anne de Bretagne est signé le 7 janvier 1499. Le contrat de mariage est accompagné d'un traité par lequel Louis XII s'engage à respecter les privilèges de la Bretagne et les institutions bretonnes, Parlement, Chancellerie, Chambre des comptes et Trésorerie générale, qui sont confirmés. Le mariage a lieu à Nantes, dans la chapelle ducale, le 8 janvier 1499. Une clause nouvelle régente les conditions de succession. En effet, si Anne décède la première, le duché de Bretagne redevient au deuxième fils ou au deuxième petit-fils. Il n'y a qu'un seul fils au cours du nouveau remariage. Voici le texte. Si celle d'Anne a loi à vie à trépas avant le roi très chrétien sans enfant d'eux, ou que la lignée d'eux procréée, défraudera en ce cas le dit roi très chrétien, jouira des dits duchés de Bretagne et autres pays et seigneuries de la dite dame tient à présent. Après le décret du roi très chrétien, les prochains vrais héritiers de la dite dame succéderont aux dits duchés et seigneuries sans que les autres rois et successeurs en puissent quereller. Une autre clause prévoit à ce que le nom de la principauté de Bretagne ne soit et demeure aboli pour le temps à venir, que le peuple dissolu pays soit secouru et soulagé de ses malheurs et de ses nécessités, et affaire a été accordée que le second enfant mâle ou fille, au défaut de mâle venant de leur dit mariage, demeureront princes du dit pays. Si advanoit que deux n'ici, qu'un seul enfant mâle et que de celui-ci mâle si après six, deux ou plusieurs enfants mâles ou filles, ils succéderont parallèlement au dit duché comme dit-est. Donc, il y a une fille prénommée Claude qui naît le 15 octobre 1499, Claude, la future femme de François Ier de France, un garçon né le 21 janvier 1503 mais meurt aussitôt. 11 ans plus tard, après plusieurs maternités difficiles, Anne a une autre fille prénommée Renée, qui naît le 20 octobre 1510. En 1512, le 21 janvier, elle accouche d'un garçon mort-né. Anne n'arrive pas à avoir des garçons viables pour la succession royale. Alors, elle envisage de marier sa fille Claude à Charles de Luxembourg, le futur Charles Quint, petit-fils de Maximilien de Habsbourg, Maximilien d'Autriche, âgé d'1 an. Tout commence par l'arrivée à Lyon au début de 1501 de Philippe le Beau, époux de Jeanne la Folle, la fille donc de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Le père de Charles qui vient discuter du mariage de son fils, qui est maintenant 2 ans, avec Claude de France, qui elle est âgée de 3 ans. Un traité, le traité de Blois, conclu le 22 septembre 1504, et où Louis XII promet de marier sa fille avec Charles, futur souverain des Pays-Bas, et de lui accorder, outre son héritage de Bretagne, une dot. Alors, que se passe-t-il après? Donc, cette héritière, Claude, donc, est fiancée à Charles de Luxembourg, pour faciliter aussi la troisième guerre d'Italie de Louis XII, en renforçant ainsi son alliance espagnole et pour convenir au dessein d'Anne de lui faire épouser le petit-fils de son petit mari, Maximilien d'Autriche. Donc voilà où on en est. Ce contrat de mariage est signé donc à Lyon. Alors qui le signe? C'est un François Busleden, qui est l'archevêque de Besançon. Il y a Guillaume de Croix, il y a Nicolas de Rother et Pierre Lessemant. Les ambassadeurs du roi Philippe Ier le Beau, père de Charles de Luxembourg. Les fiançailles sont annulées quand le risque d'encerclement plus complet du royaume peut être évité par l'absence d'un dauphin, à qui le contrat de mariage de Louis et Anne aurait interdit d'hériter de la Bretagne. C'est désormais au futur François Ier que sa fille est fiancée. Anne refusera jusqu'au bout ce mariage, qui aura lieu 4 mois après sa mort. Elle tentera de revenir à l'alliance matrimoniale avec le futur Charles Quint. C'est à ce moment que, mécontente de cette alliance, elle commence son tour de Bretagne, visitant bien des lieux qu'elle n'avait jamais pu fréquenter, enfant. Officiellement, il s'agit d'un pèlerinage au sanctuaire breton. Elle se rend notamment à Saint-Jean-du-Doigt et à Locronan. Mais en réalité, il correspond à un voyage politique et un acte d'indépendance qui vise à affirmer sa souveraineté sur ce duché. De juin à septembre 1505, ses vassaux la reçoivent fastueusement. Elle en profite pour assurer
de la bonne collecte des impôts et pour se faire connaître du peuple à l'occasion de festivités de pèlerinage et autres triomphales dans les villes du duché. Alors, c'est une reine à possédait en plus sa propre bibliothèque qui contenait une cinquantaine d'ouvrages sur la religion, la morale ou l'histoire surtout. On y trouve d'ailleurs notamment, certains sont au Louvre, d'autres sont restés à Rennes et au musée de Nantes. On des livres d'heures, les grandes heures commandées par Jean Baudichon, un livre inestimable pour l'époque, qui valait plus de 2000 écus. Les petites heures, la très petites heures, les heures inachevées, la vie de Sainte Anne, les vies des femmes célèbres de son confesseur, Antoine Dufour, le dialogue de vertu militaire et de jeunesse française, un livre d'heures d'Anne de Bretagne, illuminé par Jean Paullier et commandé par Anne pour Charles Orlan, son fils, de 3 ans qui mourra. Une partie de ces livres venait aussi de ses parents. Elle en a commandé elle-même plusieurs et quelques-uns lui ont été offerts. Enfin, ses 2 maris possédaient aussi de nombreux ouvrages. Environ 1 millier sont ramenés à la suite de la Première Guerre d'Italie. Et elle aurait voulu aussi un livre sur la vie de Jeanne d'Arc, mais ce livre, elle ne le verra jamais. Alors, usée par ses nombreuses maternités et les fausses couches, atteinte de la gravelle, c'est carrément des calculs dans la vessie, elle meurt le 9 janvier 1514 vers 6 heures du matin au château de Blois, après avoir dicté par testament la partition de son corps dans le Dialecterato Corporis, la division du corps, en cœur, entrailles et ossements, avec des sépultures multiples, privilèges de la dynastie capétienne. Elle permet ainsi la multiplication des cérémonies funérailles du corps, la plus importante est funérailles du cœur, et des lieux tombeaux de corps et de cœur. La reine Anne de Bretagne est inhumée dans la nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Ses funérailles sont d'une ampleur exceptionnelle pour une femme à cette époque. Elles durent 40 jours et inspirent toutes les funérailles royales jusqu'au XVIIIe siècle. À cette occasion, le héros d'armes de Bretagne, Pierre Choc, prononce pour la première fois le cri funèbre. La reine est morte, la reine est morte, la reine est morte. Il rédige également le déroulement complet des funérailles qui fut copié de nombreuses fois afin d'être diffusé aux proches de la défunte. Selon sa volonté, son cœur a été placé dans un cardiotaphe en or rehaussé d'émail, cette boîte en or étant enfermée dans une autre boîte en plomb, puis une autre en fer. L'ensemble est transporté à Nantes en grande pompe pour être déposé le 19 mars 1514 en la chapelle des Carmes. S'y trouve le tombeau de François II de Bretagne qu'elle a fait réaliser pour ses parents. Son cœur est placé à la tête du tombeau. Saisi durant la Révolution, l'écrin est transféré à la Monnaie de Paris où il manque de peu d'être fondu. Un Breton révolutionnaire va le substituer et le redonnera plus tard. Après sa mort en 1514, Louis XII n'est qu'usufruitier du duché de Bretagne, il n'en est pas propriétaire, et à la mort de Louis XII, ça mettra fin à l'union personnelle en janvier 1515, clause du traité de Nantes de 1499. Le mausolée à double étage de Louis XII et d'Anne de Bretagne, sculpté en marbre de Carrare, est installé dans la basilique Saint-Denis en 1830. Le dais à arcades, les bas-reliefs du socle, le sarcophage illustrant les victoires de Louis XII, bataille d'Agnadel, entrée triomphale à Milan, les statues des 12 apôtres et des 4 vertus cardinales sont l'œuvre des frères Juste, sculpteurs italiens qui ont reçu la commande en 1515. Les transis, dont le réalisme a poussé à faire figurer sur leur abdomen l'ouverture recousue pratiquée lors de leur éviscération, et les orants devant un prie-dieu couronnant la plateforme sont attribués à Guillaume Regnault. Ce tombeau est profané pendant la Révolution, le 18 octobre 1793, leur corps étant jeté dans une fosse commune, celui de Louis XII étant méconnaissable alors qu'Anne avait encore son apparence. Alexandre Lenoir sauve en grande partie le monument qui est restauré et conservé dans le musée des monuments français en 1795 avant d'être restitué à la basilique royale sous l'ordre de Louis XVIII qui demandera la recherche des corps, mais cela fut impossible comme celle des autres rois qui ont été profanés. Donc, elle n'a pas de son mariage, elle a eu donc 5 enfants et de Louis XII, elle a eu
Claude de France, simplement, duchesse de Bretagne et reine de France de 1515 à 1524 par son mariage en 1514 avec François Ier, roi de France. Un fils mort en 1500 avec Louis XII, François janvier 1503, meurt aussi, fausse couche entre 1505 et 1509, au moins 2 ou 3, on sait pas trop. René de France, 1510-1574, dame de Montargis, duchesse de Chartres, mariée en 1528 avec Hercule de d'Este, 1508-1559, qui sera duchesse de Ferrare, d'Omodème et de Reggio. Tous ses descendants, René, est celle qui survivra le plus longtemps. Hein. Et elle a eu un fils mort le 21 janvier 1512 qui n'aura vécu que quelques jours. Par Claude de France, dont la fille aînée, Marguerite, a épousé le duc de Savoie, Anne de Bretagne est l'ancêtre de Victor Emmanuel de Savoie, actuel prétendant au trône d'Italie. Par son petit-fils, Henri II, Anne est aussi l'ancêtre de Charles de Habsbourg-Lorraine, actuel prétendant au trône d'Autriche-Hongrie. Par Anne d'Este, fille aînée de René de France, Anne de Bretagne eut également descendante notamment dans la maison de Guise et celle des Savoie-Nemours. Le premier descendant d'Anne de Bretagne par succession cognatique est le chef de la maison royale de Bavière, François de Bavière. Anne avait hérité de ses prédécesseurs des emblèmes dynastiques bretons, Hermine Passant de Jean IV, d'Hermine Plein de Jean III, Cordelière de François II, veuve de Charles VIII, elle s'inspire de cette figure paternelle pour créer en 1498 l'ordre de la Cordelière, l'ordre le plus haut ordre de chevalerie de Bretagne. Elle fit usage aussi de son chiffre, la lettre A, couronnée de la devise non, Mudera, je ne changerai pas, et d'une forme particulière de la cordelière paternelle nouée en 8. Ces emblèmes furent joints dans la décoration de ses châteaux et manuscrits avec ceux de ses maris. L'épée enflammée pour Charles VIII et le porte-épique pour Louis XII. Elle avait également comme devise Potius mori, quiam feodari, plutôt mourir que déshonorer. Ou on peut le traduire aussi, plutôt la mort que la souillure. En breton, Kentosh Mervel Eget Kezan Saotret. Cette devise a été utilisée par les ducs de Bretagne dès avant Jean IV. On retrouve son blason dans de nombreux lieux où elle est passée ou liée à ses fonctions principalement de duchesse ou de reine. Le revêtement mural de la mise au tombeau de l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes par Michel Colombe en 1496, le vitrail de l'église d'Évry-le-Châtel en 1515 et le vitrail de l'hôtel de la Ville-des-Tempes en 1853. Dernière duchesse de Bretagne et 2 fois reine de France, Anne de Bretagne est avec Saint-Yves l'un des personnages historiques les plus populaires de cet État breton. En 2014, pour le 500e anniversaire de sa mort, plus d'une quarantaine d'événements sont organisés dans les 5 départements bretons. La noblesse bretonne, voulant préserver ses privilèges comme ses prérogatives, s'évertue à prouver par l'intermédiaire de l'historiographie régionale que sa dernière duchesse a résisté à cette annexion. Anne de Bretagne reste depuis lors dans la mémoire bretonne un personnage soucieux de défendre le duché face à l'appétit de la France. Parallèlement, elle est élevée dans le mémoire national comme un symbole de paix et de concorde dans le royaume dont elle a été sacrée et mère et donc reine de France. Le destin posthume d'Anne de Bretagne est composé d'images déformées par son histoire façonnée par les calculs politiques et les jeux de propagande, d'où la nécessité de séparer l'historiographie objective d'Anne de Bretagne de l'imaginaire collectif qui fait régulièrement appel à cette référence culturelle dans des supports publicitaires ou des spectacles ou des manifestations folkloriques. Donc il faut la remettre là où elle était. On néglige un peu trop le rôle des femmes dans ce 15e et ce 16e siècle. Ce rôle a été évincé par la Révolution, mais malgré la puissance du royaume de France et les défaites du duché de Bretagne, de toute façon, François II était un rêveur. Il ne pouvait pas lutter, malgré la puissance bretonne, contre le royaume de France. Ce n'est pas possible militairement, il n'avait pas la capacité. Mais Anne a malgré tout voulu conserver ses États, malgré qu'elle soit que reine de France, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est sûr que la reine de France n'est là que pour procréer et faire des héritiers, même si elle joue un rôle politique. Et elle a joué un rôle politique. Alors Charles VIII l'a contraint parce que il lui a donné de l'argent, parce que sinon la Bretagne aurait dû payer énormément si elle avait refusé
par rapport à la défaite de Cormier. Donc, elle a accepté de se séparer elle était obligée de se séparer de son administration bretonne. Et Charles VIII a pu mettre des hommes à lui, avec bien sûr le concours de Beaujeu derrière, et du cardinal d'Amboise. Mais quand Charles VIII meurt et qu'elle se marie avec Louis XII, qui la trouve tellement jolie, tellement bien, et Louis XII, qui était un roi chevalier, qui était un roi aussi de principe, lui a conservé ses États en l'état. Donc, malgré tout, elle a pu conserver son administration bretonne, et même si elle devait, parce qu'il était prince consort, mais bon, il était quand même roi de France, et c'est vrai que elle était surveillée, il y avait des troupes, il y avait des gens, des espions, donc on voyait quand même ce qu'elle faisait. Bon, ce pèlerinage lui a quand même permis, après, de pouvoir savoir si elle pouvait compter sur sa noblesse, sur ses villes, sur ses abbayes, ce qu'elle a constaté. Donc, la fédération bretonne s'est un peu mise là. Par la suite, sous François Ier, la Bretagne sera toujours, malgré tout, rattachée à la France, mais d'une façon territoriale et non pas administrative, monétaire ou judiciaire. Elle restera toujours indépendante et pourra toujours lever et battre sa monnaie, faire sa justice, même si, à partir de Henri IV, vous pouviez faire appel au Parlement de Paris pour des histoires de justice. Donc là, la prise de la France est encore plus forte. La Bretagne est définitivement rapprochée à la France à partir de 1791, à la Révolution. Après, c'est terminé. On lui enlève ses privilèges, on lui enlève sa justice, puisqu'on abolit tous les privilèges et toutes les anciennes cours souveraines en France. Donc, la Bretagne, par le décret de la Convention et de l'Assemblée, devient entièrement française, ce qui a pour conséquence quelques révoltes. Et beaucoup de Chouans, d'ailleurs, avaient des gens qui venaient de Bretagne aussi. C'est pour ça que les Chouans qui étaient vendéens, mais bretons, mais aussi poitevins, ont voulu marcher sur Nantes pour justement marquer leurs différends par rapport au rattachement définitif de la Bretagne au Royaume de France. Alors, je vous invite maintenant, pour vous en sachiez, j'ai fait donc une Anne de Bretagne quand même assez complète, ce qui vous a permis de voir un peu comment était cette reine et la vie qu'elle a eue. Je vous dis, elle a une vie assez courte, puisqu'elle meurt à 38 ans. Je vous conseillerais 2 ouvrages, je les ai. Alors, je n'ai que des fragments de Jean Quénervé, mais j'ai travaillé un peu avec lui. Vous pouvez le lire, ça s'appelle L'État breton au XIVe et XVe siècle, c'est à Paris chez Malouine. Ça, il a écrit ça en 87. Sinon, la très bonne Claire Loher, Anne de Bretagne, Duchesse et Reine de France par 2 fois, chez Fayard en 2020. Et bien sûr, mon très cher ami et mon confident Georges Minois, que je lis souvent, qui a écrit un très beau Anne de Bretagne, très belle guerre de 100 ans, un très beau Charles VI et un très bon François Ier et Louis XI d'ailleurs. Donc là, il écrit Anne de Bretagne chez Fayard à Paris en 1999. Voilà, messieurs, dames. Voilà la fin, une petite éclaircie dans cette actualité extrêmement chargée, extrêmement lourde et extrêmement dure de ce qu'a été Anne de Bretagne. Je vous remercie. Anne de Bretagne sera l'une des 2 reines à épouser 2 rois lors de son règne et de sa vie. Elle restera profondément attachée à sa terre de Bretagne. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.